Salute e benvenuti nell'ambito di un'artigiana d'arte che taglia oggi in una stova delicata con mani di vada. Per una porta la creazione e quanto una carezza che accompagna un giorno incantato. Cécile Casabianca, nostra maravada qui ci accompagna a Ouallou. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue. Et merci d'avoir décoré notre plateau avec tant de délicatesse et de sobriété. Alors Cécile, en préparant l'émission, je suis allée lire un petit peu votre blog et vous vous êtes présentée de la façon suivante. Cécile, créateur, je vous laisse finir. Je crois que c'était bavarde. Bavarde et passionnée. Et passionnée, c'est ça. Est-ce que c'est ça, Cécile Casabianca? J'espère, oui. Vous êtes bavarde. On va vérifier aujourd'hui, attention. Alors, avant de nous dévoiler votre univers et de nous parler de toutes ces belles choses que vous confectionnez, racontez-nous un petit peu votre parcours, en fait. Alors, moi, j'ai fait une école d'art sur Paris pendant 3 ans, après l'obtention d'un bac que j'ai passé sur Sartène. Ensuite, j'ai eu donc ce BTS à Paris. Je suis partie 1 an à Milan en Erasmus pour voir un petit peu ce qu'était la mode en Europe. Ensuite, je suis rentrée en Corse, repartie, re-rentrée, jusqu'à monter ma griffe. Mais on va monter un petit peu plus haut dans le temps, un peu plus loin, l'enfance. Est-ce qu'il y a toujours eu le croquis? Est-ce qu'il y a toujours eu le dessin? Comment ça se passait? Comment elle était, Cécile, enfant? Je dessinais beaucoup, c'est vrai. J'ai plein de carnets. J'étais souvent avec ma grand-mère et toujours j'avais un bloc de dessin. Ouais, j'ai toujours Qu'est-ce que vous dessiniez à l'époque? Toujours des figurines. Toujours, donc ouais, souvent. Il y a toujours vraiment eu une envie d'habiller la femme, en fait, chez vous. À l'époque, j'en étais pas consciente, mais c'est vrai qu'à y revenir, ouais, c'était souvent ça. Et je me rappelle, j'avais eu Dessinons la mode. À l'époque, on pouvait décalquer. Voilà, et je me rappelle de ça, oui. J'ai toujours dessiné. Alors, c'est surtout, comme vous le parliez juste maintenant, de votre grand-mère, avec qui vous avez vécu pas mal d'années. Et votre grand-mère, elle cousait, c'était une couturière? En fait, j'ai vécu avec mes 2 grands-mères, plus ou moins, par intermittence. Et j'en avais une, oui, qui était modèle déjà, et puis qui faisait pas mal de couture, de broderie, comme on faisait à l'époque. Alors justement, Cécile, on va découvrir votre premier objet, Vostro Credo, qui part vraiment de là. Un cadre magnifique, avec une femme sublime qui y figure. Waouh! Il est un petit peu lourd. Il a eu un petit souci, notre cadre, on l'a un petit peu ébréché, on va dire. Alors parlez-nous de cette magnifique photo élégantissime. Qui sont ces gens sur la photo? Alors justement, c'est ma grand-mère maternelle, Brigitte, et son papa qui l'emmène à l'hôtel pour le grand jour. Le grand jour? Ouais. Elle était très élégante. C'était en quelle année, ça? Vous avez une idée? Ça remonte très loin. Elle a quand même une longueur d'avance sur la mode, j'ai l'impression, parce qu'avant, c'était pas trop... on marquait pas trop la taille comme ça. Enfin, c'était quand même un style... avant-gardiste, je trouve. Je sais pas, bon, c'était quand même assez marqué au niveau de la silhouette. Maintenant, elle est très sobre. C'est ce qui est en train de revenir maintenant, par contre. Et c'est ce qui vous inspire? Oui. Alors, son travail, justement, parlons-en. C'est quelqu'un qui en fait, cousait des heures durant pour faire une pièce. Comment ça se passait? Vous observiez ça petite et qu'est-ce que vous voyiez, en fait? En fait, bon, elle faisait pas que de la couture. Elle faisait tout lentement, mais tout était toujours bien fait. Et dans les temps, c'est ça qui était génial. Mais bon, c'était des reprises des vêtements de mon grand-père. Et puis... La dentelle, elle utilisait beaucoup de dentelle? Alors, on a une histoire familiale avec la dentelle, ça oui. Après, sur ces pièces à elle, forcément, revenaient souvent des morceaux de dentelle, des pièces de lingerie que j'ai pu récupérer, des nuisettes. Bon, un travail d'époque qu'on retrouve pratiquement plus maintenant. Hein. Mais non, c'était plus un passe-temps, mais j'avais beaucoup de temps avec elle, donc elle me montrait... Donc vous parlez d'histoire familiale avec la dentelle, c'est quoi cette histoire? Alors de ce qu'on m'avait raconté du côté de ma maman, donc sur le continent, j'avais un arrière-grand-père qui avait une usine de dentelle sur Calais qui a été perdue pendant la guerre. Donc j'ai quand même réussi à avoir des vestiges de dentelle sublimes.
Voilà. Sublime. Sublime, ouais. Rien n'est anodin, vous savez, Cécile. Pareil, je commence à faire le lien. Donc, il y a le modèle et l'exemple de cette grand-mère qui coud, qui vraiment fait ça avec délicatesse, on s'applique, c'est pas n'importe quoi la couture, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et donc, vous passez votre bac, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, et puis vous décidez d'aller vivre votre vie. Et on se rend compte que le hasard a vraiment guidé et rythmé votre vie jusqu'à aujourd'hui. Vous partez et vous faites un concours comme ça par hasard. C'est quoi ce concours? Racontez-nous un petit peu. En fait, à la sortie de mes études, il fallait choisir. Et pour moi, c'était pas un métier, la mode. Donc, j'allais partir en fac d'éco. Ah, bravo. Et du coup, non, je regardais les écoles comme ça. Et je tombe sur cette école à Paris avec un concours pour rentrer en prépa. Et j'en parle à mon père qui me dit, tu fonces. Et puis, si tu as, tu y vas. Donc, j'ai passé le concours avec... Brio. Succès. Pour le coup, j'ai eu de la chance avec un super sujet. Ah oui, c'était quoi le sujet? Oula, alors, la phrase, c'était... Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Waouh, ça vous a marqué en tous les cas. Jamais je l'oublie cette phrase, c'est impossible. Interminable phrase. Et donc ça fonctionne? Eh ben, je l'ai eu. Donc, j'ai fait ma prépa, puis après, j'ai eu l'entrée pour le BTS dans la même école. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné. Bon, après, je crois pas trop au hasard, donc je pense que les choses, elles se sont enchaînées, effectivement. Voilà, vous passez combien de temps à Paris? 3 ans et demi. 3 ans et demi, avec des stages dans de célèbres maisons aussi. Hein. Oui, j'ai eu la chance de réaliser le mien chez Chantal Thomas, et dans les ateliers de style, et en plus en pouvant participer à la création de quelques pièces. Donc c'était très enrichissant. Mais c'était ça, en fait, vos premières amours, c'était la lingerie, en fait. Oui. Ça, vous avez beaucoup travaillé la lingerie? J'accorde une importance vraiment à la ligne de la femme, à ses courbes. Et forcément, la lingerie, c'est la première chose qui souligne un corps féminin. Donc, tout à fait. Ouais. Et donc après cette aventure, cette expérience parisienne, vous avez envie d'aller vivre à la Dolce Vita et vous élisez de domicile dans une belle ville italienne, la capitale de la mode. Milan. Et c'est quoi cette école que vous nous faites? Alors j'ai fait le Politecnico di Milano. C'était bien. C'était court, mais c'était bien. Et alors, en fait, si vous deviez faire une comparaison de style, je veux dire le style italien et le style français sur lequel vous étiez parti, c'est quoi la différence en fait? Bon, moi c'est le style français, le classique. Hein. C'est vraiment les bases après qu'on peut... travailler. On peut faire évoluer, bien sûr, mais après, même au niveau de mes collections, ça s'en ressent. Enfin, j'aime vraiment les choses classiques. C'est plus tape à l'œil, c'est plus tape à l'œil, on dira le style italien. J'ai trouvé ça, oui. Ah bon, après, il y a quelques maisons qui sont quand même assez minimalistes aussi, mais oui, je trouve que le classique ne veut pas dire ennuyeux, hein, mais élégant. Et plutôt élégant. Ouais. Alors, il est temps pour nous de découvrir votre deuxième objet, puisque là, vous vous révélez vraiment avec ces lignes épurées, et c'est bien évidemment un modèle qui ne rentrait pas dans mon tiroir, mais on l'a là sur le plateau. Il s'agit de ce modèle Brigitte, le tout premier modèle que l'on voit devant avec un petit caraco, et qui finalement nous rappelle un petit peu la ligne de cette belle robe qu'on avait eue sur votre grand-mère. Alors parlez-nous un petit peu de cette aventure. Comment êtes-vous arrivée jusque-là? Alors ce haut, donc s'appelle Brigitte comme ma grand-mère. En fait, c'est un haut qu'elle avait, que j'ai retrouvé dans les valises, qui était en noir à la base, et je suis tombée amoureuse de la coupe. Et donc en fait, j'ai décidé de le reproduire, de récupérer le patron, et ensuite de le développer. Après, j'y ai rajouté ma touche avec cette tresse justement un petit peu volumineuse. Ça fait vraiment partie de votre pâte. Hein. Vous tressez votre tissu, ça arrive toujours ponctuellement en tous les cas. Ouais. Donc on y retrouve vraiment du détail délicat. On a la tresse, on a les plis, le plissage, c'est difficile. C'est un travail, comme tout travail, ça demande de l'entraînement. Moi, j'y vois moins de difficultés, mais c'est certain qu'après, ça demande quand même quelques années d'expérience, mais après... Donc cet accueil, cette première robe, en fait, elle vous ouvre un peu les portes de la mode. Et quels sont les retours que vous avez? Est-ce que c'est encourageant? Comment vous l'avez perçu, tout ça? Je l'ai présenté l'année passée, et oui, j'ai des super retours, et en plus, qui ouvrent les portes sur même du prêt-à-porter, pour sortir de l'univers du mariage. Mais oui, je pense que ça va être la pièce emblématique. Ouais. Oui, parce que c'est ça, Cécile, aussi, c'est des conseils mode, c'est pas simplement, vous n'accompagnez pas seulement la mariée, mais vraiment la femme avec des petits conseils. Si on lit votre blog, d'ailleurs j'invite nos téléspectateurs à aller le lire, où justement vous dites la chose suivante, que les robes longues vont aussi aux femmes de petite taille, à condition de bien le porter. Le talon doit être parfait, c'est ça?
Mais en plus, heureusement, parce qu'il n'y a pas que des grandes chez nous quand même. Donc non, ça va. Ça va à tout le monde. Après, il y a forcément des silhouettes à respecter, c'est toujours pareil. Mais après, oui, il y a un accompagnement... C'est important, vous regardez vraiment la femme dans sa globalité, en fait. Mais après, c'est là où je tiens au terme artisanat. C'est-à-dire que, et attention, c'est pas du tout mieux que la série, rien à voir. Mais dans ma vision du travail... c'est pas une pièce comme ça qu'on donne, c'est une partie de soi. Tous les artisans, de toute façon, je pense, parleront pareil. Mais oui, c'est un morceau de soi qu'on livre avec la pièce. Donc forcément, on a envie que la cliente se sente bien dans notre pièce, respecte aussi la pièce. Et oui, on fait partir un bébé de toute façon. C'est tout un processus. C'est ça. Alors Cécile, il est temps de nous donner rendez-vous à nos téléspectateurs dans votre petit atelier de Propria. Nous allons voir comment ça se passe. Je suis au service de la mariée, donc je suis là quand même pour lui apporter la pièce qu'elle attend, tout en gardant mon univers et très égoïstement en me nourrissant aussi de cette création, parce que c'est un échange aussi où elle aura sa robe, mais moi je vais livrer un bébé. Donc forcément, moi j'ai la place de conseil et puis de coach, parce que malgré tout, c'est tout un événement qu'on prépare toutes les deux. Essentiellement, ce qui m'inspire, c'est le tissu. Tout part du tissu. C'est-à-dire que je mets le tissu sur la table, déjà en le touchant, en le tenant, voir comment il se comporte. Et après, c'est une fois étalé que j'imagine la pièce. C'est un échange presque intime, en fait. La mariée, d'abord, on se rencontre, on parle pendant à peu près une demi-heure, une heure, juste pour voir déjà si elle est à l'aise avec moi et moi avec elle. Parce qu'après, voilà, souvent, je suis amenée à rencontrer la famille, on passe du temps ensemble ici. Enfin, il faut vraiment qu'elle se sente bien, parce que la robe, elle est évolutive et justement, elle participe à la création de la pièce. J'utilise essentiellement la soie, crêpe de soie ou mousseline de soie, des choses qui sont quand même plus brutes, plus mates. En fait, le satiné vient ponctuellement pour rehausser une pièce, mais souvent c'est ces tissus mat. C'est comme une caresse en fait. La soie, quand elle est au contact de la peau, du moins les soies que j'utilise, c'est vraiment quelque chose de très doux, de très sensuel. Et ça contraste bien avec les robes qui sont quand même assez épurées. Donc en fait, ça donne en plus de l'allure que va avoir la mariée, ça lui donne une sensation de douceur en fait. Waouh. Qu'est-ce que c'est beau de vous voir faire ça. Vous fait quoi de vous voir à l'œuvre? J'aime beaucoup les images que vous avez fait des pièces pendant le travail, ce côté manuel. Oui. C'est simplement vous. Alors Cécile, on est sorti donc sur cette robe, petite robe voilée que vous aviez amorcée durant notre petit sujet. C'est beaucoup de travail. Combien de temps vous y passez sur votre petite confection? Alors je compte pas beaucoup mes heures, mais il y en a eu quelques-unes. Après. À la base, pour le sujet, on partait sur un haut et en fait, c'est là où la créa est géniale, c'est qu'on part sur quelque chose et après vient une autre idée et c'est ce qui construit la pièce. Je fais pas souvent des croquis. Je commence à m'y mettre parce que maintenant, voilà, je vais sûrement développer avec des collections. Donc du coup, je vais travailler autrement. Mais pour la pièce unique, c'est vrai que je me laisse guider par l'inspiration. Et avec les mariés, ou du moins le sur-mesure, c'est comme ça aussi qu'on travaille. On part d'une silhouette, c'est obligatoire. Mais après, au fur et à mesure, entre... le placement du tissu, ce que va me donner comme conseil la cliente ou comme envie, la robe se construit. Donc c'est vraiment un travail à deux. Puis vous avez quand même de la liberté dans ce que vous faites finalement. Maintenant j'en ai. Maintenant, genre, je l'impose pas mais disons que les mariés qui viennent à moi, déjà me font confiance parce que maintenant on commence à connaître un peu mon travail. Et puis, oui, non, après, j'ai pas les stresser. Comment ça se passe justement la préparation de ce jour J Parce que j'ai cru comprendre, Cécile, que vraiment vous étudiez, vous calculiez tout jusqu'à la démarche de la mariée, comment elle va le porter, elle va porter sa robe. C'est vraiment tout ça, vous accompagnez jusque là? Ah oui,
Normalement, on met la marche nuptiale. C'est ça, Cécile. Peut-être. Je vais consulter. Mais de toute façon, c'est un travail, c'est une thérapie. Mais non, jusqu'à la marche nuptiale, et je l'ai fait marcher dans l'atelier, et maman pleure, et voilà. Non, Et vraiment, il y a une répétition. Il faut dédramatiser parce que c'est beaucoup d'intensité, c'est beaucoup de stress. Souvent, on récupère la robe pas longtemps avant le jour J, donc forcément, il faut aussi, c'est leur jour. Il faut arrêter de voir qu'il y a des invités, que les gens vont juger, que non, c'est leur jour. Voilà, à elle. Il faut qu'elle profite. Alors justement, quand vous livrez votre bébé, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, elle part faire sa vie. C'est quel sentiment? Est-ce qu'on a une sensation de vide juste après, ou on repense déjà à une autre création? Ouais, parce que ça s'enchaîne, mais il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Normalement, je pleure moi aussi. Je pleure beaucoup en ce moment, je crois. Mais c'est magnifique. Et puis en plus, j'ai ce lien particulier avec les mariés que j'ai à l'atelier. J'ai cette chance où on reste en contact, où après elle m'envoie un message, où j'ai les photos. Et c'est une richesse. Je pense qu'après, quand ça se développe trop, on le perd. Et là, donc, justement, j'en profite énormément. Vous êtes vraiment dans le petit artisanat et justement, pas la grande fabrication qui souvent dépersonnalise les choses. Qui est un autre corps de métier, qui est pas moins bien. Mais Oui, mais là, ça vous laisse encore la proximité, en fait, avec les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas cette proximité. Moi, j'y tiens. Mais oui, mais c'est important aussi, de l'échange et savoir comment la pièce elle va évoluer. Il y a certaines mariées qui ont fait des entorses au règlement. Elles ont été carrément dans les supermarchés avec leur robe. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Merci Céline. Vous lui avez tiré les oreilles ou pas? Presque. Alors Cécile, il est temps de passer à la séquence d'Isfeed. Lorsque nous avons préparé notre émission, je vous ai demandé de faire un challenge sur une thématique qui vous a parlé finalement, la sensualité. Alors on va découvrir ensemble ce qu'évoque chez vous la sensualité. Ekugui Austrasfeed. Alors il s'agit d'un body. Un body, regardez ça, la merveille. Est-ce qu'on peut avoir ces détails délicats alors expliquez-nous votre expression, c'est à vous, c'est votre moment, Cécile. Alors on a fait un challenge avec le challenge, c'est-à-dire que j'ai pioché dans la boîte qui est présente sur le plateau où j'ai ces dentelles historiques entre guillemets, voilà, ces archives. Et en fait, je suis tombée sur ce col qui était qui montait une robe et ensuite toute la bordure du bas de la robe et je l'ai détourné pour habiller le body qui est en soie. Toujours de la matière délicate. Toujours, voilà. Qui peut être placée sous une robe. Et alors ça rapproche mes premiers amours de la lingerie. Et puis dans le cadre d'un mariage, par exemple, c'est quand même quelque chose qui accompagne la robe aussi. Donc voilà, c'est très sensuel, très féminin. Et en même temps, voilà, on a toujours ce côté un peu sage où le devant est caché. Alors, il y a une personne qui a été très importante et assez bienveillante, finalement, dans votre carrière. C'est une petite anecdote. C'était un monsieur, un pêcheur de propria, donc il vous a dit « Vas-y, appelle, il y a quelqu'un qui travaille dans la mode à Paris, comme on peut dire, que ça nous semblait très loin à cette époque-là. » Vous appelez cette personne, et en fait, cette personne... Racontez-nous. Oui, c'est mon grand-père à qui on a dit ça, qui m'a dit appelle. J'ai appelé, j'avais 17 ans, moi, quand je suis montée à Paris. J'ai envoyé mes dessins avant de passer le fameux concours. Et en pensant l'envoyer à quelqu'un qui travaille à Paris, puis c'est tout. Et en fait, cette personne m'a appelé. On s'est rencontrés quand je suis montée passer mon concours. Et en fait, j'ai appris que c'était Monsieur Le Sage, donc le Lagerfeld de la broderie. De la broderie quand même. Voilà, avec qui je suis restée jusqu'à son décès. Bon, je le voyais quand il venait en Corse, parce qu'il vient en Corse, il venait en Corse. Et j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer ce monsieur et surtout d'aller voir les ateliers. Quelqu'un de très humble, très humble. Je ne l'ai jamais entendu dire « moi j'ai fait ». C'était très enrichissant de le voir. C'est important d'avoir quelqu'un qui porte un regard justement de cette notoriété, je dirais, qui porte un regard aussi bienveillant et aussi encourageant, parce qu'on a un petit cadre là où il vous dit, où il sent chez vous une carrière prometteuse. Ça vous a porté en fait. Oui. En plus, j'étais toute jeune, donc j'étais dans mes études. Mais d'ailleurs, il est venu à mon premier défilé. Encourageant. Très encourageant, très amical. Et non, c'est agréable. Et puis, il n'y avait pas cet échange où j'attendais un service, justement. Donc, voilà, j'ai eu la chance. C'était vraiment sain, quoi. Enfin, c'était vraiment spontané, on va dire. C'est ça. Alors, Cécile, vous nous faites battre notre cœur depuis le début de cette émission, avec toutes ces belles choses sous nos yeux. Il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec notre séquence Batigour. Et je me suis rapprochée d'Hélène, votre sœur, qui m'a parlé d'un certain personnage qu'il fallait solliciter pour vous faire manger. Il fallait faire des voix. Qui est ce petit personnage?
Alors, vous ne vous fâcherez pas avec votre sœur Hélène. Hein? Non. Alors, racontez-nous, non, qui est ce non. personnage mignon comme tout? Alors, c'est Denver. Oh, la honte. Denver. Alors, parlez-nous de Denver. Pour la faire courte, Denver, elle m'a fait passer pour une mythomane, je pense, toute mon enfance. C'est-à-dire quand je voulais pas manger les épinards, faire mon lit. J'avais Denver qui appelait à la maison. C'était votre papa? Eh ben oui, mais sauf que j'ai su que c'était mon papa quand j'étais en première. Qui prenait un accent anglais. Et ouais, Cécile, c'est Denver. Il faisait. Comment vas-y, faites. Non, c'est bon, il aura entendu. Mais Cécile, c'est le Denver. Il est temps de manger les épinards. Et il remontait et je mangeais. Et vous avez jamais un peu comme le Père Noël, quoi. Et il m'envoyait des cadeaux. Alors, il y a un moment, j'ai compris que c'était pas le vrai, hein, mais je pensais que c'était un truc téléphonique. Quand j'ai su que c'était mon papa, en première, ouais. Ouais. Enfin bon, c'est mignon comme histoire. C'est génial. Cécile, les projets. Les projets, il y en a plein. Il y en a plein. Les robes de mariée, je continue. Une ouverture sur le prêt-à-porter parce que j'y tiens aussi, faire une collection petite pour démarrer et garder toujours ce côté sur mesure, ça j'y tiens énormément. Voilà les grands projets. Après, Et développer la mode, accompagner toujours les clientes qui viendront vous démarcher, solliciter, toujours du sur mesure, du cas par cas. C'est important aussi pour la cliente de venir et de se sentir bichonnée de cette façon-là. Ça donne confiance, vous donnez confiance aux femmes, Cécile. Merci d'être venue partager notre univers. On vous souhaite une très longue et belle route. La porte vous est ouverte quand vous voulez. E a voi vi dico a presto per un altro attigore.